À mon tour, donc Sylvie Dolbeau, médecin psychiatre. Je travaille ici depuis 21 ans. Je ne suis pas spécialisée en sexologie, mais donc là je vous parle vraiment de choses assez générales également sur la question de la prise en compte des difficultés intimes et sexuelles au décours du traitement du cancer du sein. Déjà, je voudrais situer un tout petit peu le contexte, puisque là, on est quand même centré sur les questions de l'hormonothérapie. Eh bien, l'idée, c'est de rappeler qu'on est quand même dans une période où souvent, il y a pas mal de choses un peu bouleversantes pour la femme qui a eu souvent un long parcours. Florence Coussy vient de vous le redire, et vous le savez, pour toutes celles d'entre vous qui sont là et qui ont été ou qui sont encore en cours de traitement. Et donc souvent on dit la période de traitement elle a été assez contenante, même si elle est difficile, mais vous êtes venu beaucoup à l'hôpital, vous êtes venu pour les traitements, pour celles qui ont eu la radiothérapie, ça veut dire des allées-venues tous les jours à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et puis du coup quand on arrive à la fin de ces traitements, tout d'un coup on vous dit ça y est, le traitement est fini, c'est considéré bien sûr comme une bonne nouvelle a priori. N'empêche que du point de vue psychologique, ce n'est pas toujours si facile, parce qu'il y a vraiment une espèce de phase de transition qui va être le début de ce que j'appelle moi le travail de réhabilitation, c'est-à-dire comment est-ce que maintenant vous allez pouvoir vous réinvestir dans votre vie, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est encore difficile, et où vous allez devoir intégrer effectivement un certain nombre de conséquences, séquelles entre guillemets, ça on verra plus tard si ce sont des troubles qui vont persister, mais en tout cas des conséquences qui peuvent être physiques, fonctionnelles ou bien plus psychologiques. Donc tout ça, ça veut dire que même si vous arrivez là en phase de surveillance, vous démarrez l'hormonothérapie, on sait que votre chemin à vous d'adaptation, eh bien, il n'est pas terminé. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, l'adaptation psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez réussir à vous adapter et apprendre à vivre avec tous les changements que vous avez pu observer par rapport au traitement que vous venez de recevoir. Dans ces cas-là, il arrive qu'évidemment, il puisse y avoir des moments de détresse qui surviennent. Et ça, c'est une façon de résumer un peu, mais c'est très grossier, mais finalement de rappeler toutes ces dimensions qui peuvent être altérées, toutes ces difficultés, que ce soit des craintes, de la douleur, des problèmes pour marcher, pour bouger, pour se déplacer, le sentiment d'être isolé, et puis en bas, ce dont on va parler un peu plus aujourd'hui, les modifications de l'image corporelle, et puis la question de la modification des rôles, son rôle en tant que femme, son rôle en tant que conjointe, mère, son rôle dans la société, au travail, etc. Donc beaucoup d'impacts qui arrivent à ce moment-là. Dans les réactions psychologiques de ce moment, du passage dans la phase de surveillance, c'est vrai que quand même beaucoup de personnes expriment l'idée d'un soulagement, enfin ce traitement est fini. N'empêche qu'on entend quand même beaucoup, et surtout nous, les psycho-oncologues, psychologues et psychiatres, j'ai oublié de dire que je m'occupe d'une équipe de psycho-oncologie qui contient donc des psychiatres et des psychologues qui rencontrent différentes personnes atteintes de cancer à différents moments de la maladie. C'est vrai qu'on reçoit un certain nombre de personnes à ce moment charnière, et donc il y a pas mal de choses psychologiques qui peuvent être difficiles à gérer, en tout cas au début, notamment le sentiment d'être un peu abandonné, parce que tout d'un coup, on venait tous les jours à l'hôpital et le rendez-vous va être dans 4 mois. Ou bien, une chose qui arrive très souvent, et je pense que vous en êtes familière pour celles qui sont concernées, cette peur de la récidive, l'idée que cette maladie-là, elle a été traitée. Vous savez tout ce qui est bien, tout ce qui a été bien fait, et vous savez que l'hormonothérapie va aussi prévenir la récidive. Florence Coussy l'a très bien dit. Et pour autant, cette peur va être activée ou réactivée, parce que tout d'un coup, on est un peu seul, ou on se sent un peu seul. Et puis l'idée qu'on ait un peu une attention très focalisée sur certains symptômes, dès qu'on a mal quelque part, on a mal dormi, on a un problème, tout de suite on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec le cancer ? En même temps, pour nuancer un peu mon tableau, sinon il est un peu noir, on peut quand même rappeler, en tout cas c'est le témoignage de beaucoup de femmes, que ce moment de la transition et tout ce qui va se passer ensuite, c'est parfois le moment d'une reconstruction. Et puis ce qu'on appelle, alors en psycho-oncologie, le développement personnel post-traumatique, c'est l'idée que pour certaines personnes, la confrontation à la maladie et à cette expérience de vie qui parfois est très bouleversante, surtout quand on était en pleine santé avant et qu'on n'avait jamais été confronté à un événement de vie sévère ou un événement de santé, mais ça peut être l'occasion de revoir un peu ses priorités de vie, modifier sa façon d'avoir de l'estime pour soi-même, et pas toujours dans le sens négatif, parfois au contraire, se dire qu'on s'est quand même bien débrouillé, qu'on a réussi à supporter tout ce qu'il y avait à vivre, à bien s'organiser dans sa famille, dans son couple, etc. Pour d'autres, ça va être plus une recherche nouvelle du sens de la vie, d'un bien-être spirituel, etc. Donc là, vous voyez, j'introduis les choses en disant que ce qui va nous intéresser, en tout cas nous les médecins et les psys et les soignants de l'Institut Curie, c'est de voir un peu comment ça va se passer pour vous en termes de qualité de vie.
Et j'aurais introduit juste cette définition, vous n'avez pas besoin de lire tout ça parce que c'est ennuyeux, mais pour vous dire que ce qui compte énormément pour nous, c'est la perception que vous allez avoir de votre état de santé. Donc la définition, c'est la perception que vous avez de votre place dans la vie, dans le contexte de votre culture et du système de valeurs dans lequel vous vivez, en relation avec vos objectifs, vos attentes, vos normes et vos inquiétudes. Donc c'est une définition compliquée, on ne voulait pas m'étendre, mais en tout cas elle montre qu'on va s'intéresser à ce que vous vivez. Et je le dis avec force parce qu'on sait bien que souvent les soignants, même quand ils sont très empathiques et à l'écoute, ils vont être en décalage dans leur perception de ce qui est difficile pour vous, en dehors de symptômes très objectifs, par exemple des vomissements pendant le traitement de chimiothérapie. Dès qu'on rentre dans des symptômes un peu plus subjectifs, comme les nausées, c'est déjà un peu subjectif, la fatigue ou l'anxiété, c'est beaucoup plus difficile à capter. Et donc ce qui va importer, c'est ce que vous avez à en dire. Et ensuite, dans la qualité de vie, il y a différentes dimensions. L'une d'elles, bien entendu, c'est le domaine de l'intimité et de la sexualité. Et j'ai mis cette diapo juste pour vous dire que la définition, ce n'est pas la mienne, celle de l'OMS, de la santé sexuelle, c'est une définition qui nomme santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Et donc ce que je veux dire en vous montrant juste cette phrase, que j'extrais de la longue définition, c'est que c'est une définition en positif. Or, nous, à l'hôpital, on est complètement déformés. On voit des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, des symptômes, des séquelles, et on est toujours en train de regarder qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas ou plus, etc. Or, quand on va s'intéresser à la santé sexuelle, on va essayer d'aborder, avec les personnes qu'on rencontre, la santé sexuelle au sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez vivre positivement, retrouver un état de bien-être dans toutes ces dimensions que je viens d'évoquer. Alors, ce qu'on peut dire quand même de très positif en France, parce que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, toute la prise en compte des difficultés intimes et sexuelles a commencé plus tôt que dans certains pays latins. La France, on dit toujours, c'est un peu au milieu entre les pays anglo-saxons et les pays plus latins, le pays du milieu. N'empêche que, et ça on le sait bien, pour ce qui est de la prise en compte des difficultés intimes et sexuelles, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, cette diapo, pour dire que tout de même, il y a beaucoup de choses qui bougent, en tout cas dans les 10-15 dernières années, une littérature scientifique sur la question de quels sont les types de problèmes que rencontrent nos patients, comment est-ce qu'on peut les prendre en compte, quel traitement marche mieux que tel autre, etc. Il y a vraiment une explosion de la littérature, qu'en France, dans nos plans cancer, ça a été vraiment intégré, et notamment dans le plan cancer 3, je crois que j'ai mis 2-3 diapos d'illustration juste après, et puis qu'on a quand même de la littérature y compris vraiment française. Et là, je fais référence principalement aux 2 enquêtes VICAN. Peut-être que vous avez entendu parler de ces enquêtes. Ça s'appelle La vie 2 ans après le cancer, qui a consisté à interroger un grand échantillon de patients. Ce n'était pas uniquement le cancer du sein, mais c'est quand même 4500 patients en France, représentatifs de la population, et à les interroger sur tous les impacts de qu'est-ce qu'on est devenu 2 ans après la fin du traitement de son cancer. Et puis, une nouvelle enquête a été pratiquée, qu'est-ce qu'on est devenu 5 ans après, et qui nous permet d'avoir un tableau un peu plus précis de quelles sont les difficultés, enfin, qu'est-ce qui va mieux, justement, qu'est-ce qui a été restauré, mais quelles sont les difficultés qui persistent. Ça, c'est les illustrations. Donc, si vous allez regarder le plan cancer, on a fini notre 3e plan cancer, enfin, on le termine fin 2019. On espère qu'il y aura un équivalent de plan cancer 4 prochainement annoncé. Et puis, en tout cas, c'est quand même important de voir que voilà, c'est devenu un objectif à part entière, préserver la continuité et la qualité de vie. Et à l'intérieur, j'ai juste mis les diapos pour illustration, vous avez tout un chapitre sur sexualité, avec quels sont les problèmes quand on a été confronté au cancer, quelles sont les conséquences physiques et psychologiques, quel est le rôle du partenaire, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous pouvez faire, notamment en parler à votre équipe médicale, mais tout ça qu'on va développer tout de suite. Et ça, c'est juste pour vous illustrer ces 2 rapports, enfin ces 2 enquêtes, qui sont des enquêtes nationales menées par l'Institut national du cancer, la sécurité sociale, etc., et qui sont quand même de bonnes valeurs du point de vue scientifique. Donc j'essaie de vous dire que ce qui va nous intéresser au moment où on va vous rencontrer pour savoir un peu mais comment ça se passe pour vous au numéro de l'intimité et de la sexualité, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est de se dire que cette qualité de vie, c'est heureusement un concept dynamique. C'est pas une image, une photographie qu'on va faire un jour et qui ne va plus jamais bouger. Et ça, on en a la preuve tous les jours et je pense que vous-même, vous le vivez tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez me dire, ce problème-là, ces bouffées de chaleur extrêmement invalidantes qui me réveillent la nuit et qui sont intolérables, je
pourrais jamais vivre avec. Et si je vous revois dans 1 mois ou 2 mois, même s'il y a toujours des bouffées de chaleur, même si elles restent difficiles à gérer, même si on n'a pas encore réussi à trouver les moyens de la contrôler, il se peut que vous ayez déjà réussi à faire tout un chemin de vous adapter aux symptômes et d'arriver à trouver vous aussi des moyens pour vivre avec et le supporter un peu mieux. Alors, les enquêtes qualité de vie en termes d'impact cancer du sein sur la qualité de vie, qu'est-ce qu'elles nous disent sur le plan individuel? Eh bien, on retrouve toute une série de problèmes que Florence a cités déjà et que je redonne, mais on ne va pas les développer bien sûr, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, je voulais vous les montrer parce que on ne peut pas parler de sexualité sans parler de la fatigue, par exemple. Parce que évidemment que quelqu'un qui est extrêmement fatigué à la fin de son traitement, il ne va pas se comporter de la même manière que quelqu'un qui est en pleine forme et qui n'a jamais reçu de traitement. Les séquelles spécifiques, comme certaines douleurs, et on sait que certaines femmes ont des douleurs au décours de la chirurgie du sein et de certains traitements qui peuvent s'installer, qui peuvent durer un certain temps, nécessiter des prises en charge spécifiques. Et donc ça aussi, on est absolument obligé de le prendre en compte quand on va s'intéresser à comment ça se passe pour vous, le vécu de votre intimité dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et puis après, il y a des aspects plus spécifiques, bien sûr, le vécu de la mutilation pour les femmes qui auront eu une mastectomie ou même parfois une chirurgie très partielle, mais qui peut être considérée comme très mutilante subjectivement, parce qu'elle altère l'image de votre corps, qu'elle modifie éventuellement votre idée de votre féminité. Il y a tous les impacts de la ménopause précoce qui ont été montrés tout à l'heure et que vous connaissez probablement, mais qui vont aussi être à prendre en compte quand on va s'interroger sur comment ça se passe du coup dans la vie intime. Ensuite, les études, elles regardent aussi qu'est-ce qui se passe en termes d'impact sur la qualité de vie de manière plus globale, enfin dans la relation aux autres. On a regardé en individuel et maintenant dans la relation aux autres. Alors là, je voudrais insister sur le premier point. Pour les personnes qui sont en couple, qui ont un partenaire, on entend beaucoup traîner que le cancer du sein fait exploser les couples, que le taux de divorce et de séparation explose au moment du cancer du sein. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais moi je l'entends régulièrement. Sachez qu'en tout cas dans les études qui regardent cette question-là, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ce qu'on a montré, mais là c'est sur des grands nombres, quand on regarde des grands échantillons qui permettent de donner des résultats significatifs du point de vue statistique, on sait qu'en gros, il y a 10% des couples qui, en effet, à l'occasion du diagnostic ou du traitement ou du post-traitement du cancer du sein, vont se séparer ou divorcer. Ce que l'on sait pour ces couples-là, c'est que la plupart du temps, quand on explore les choses d'un peu plus près, il y avait déjà des difficultés dans le couple, des problèmes de communication, éventuellement déjà des problèmes sexuels. Et pourquoi est-ce que j'insiste? C'est parce que sinon, trop rapidement, les femmes peuvent avoir peur que le cancer du sein qui survient soit un risque d'explosion du couple, mais ça n'arrive pas comme ça, ce n'est pas linéaire. Les études montrent surtout que dans la plupart, enfin c'est pas la plupart, c'est dans 50 ou 60% des cas, quand on interroge les femmes sur comment ça s'est passé avec le partenaire ou le conjoint, c'est plutôt le sentiment d'un rapprochement émotionnel que l'on observe. Donc tout ça, si j'insiste, c'est pour nuancer cette idée que le cancer fait exploser les couples. C'est pas comme ça, c'est pas linéaire. Après, ça vaut ce que ça vaut, c'est statistique. Après, chacune de vous a son expérience et son vécu dans sa propre vie. Au niveau de l'impact sur l'entourage, on parle aussi évidemment des changements qui s'instaurent avec le cancer. Ce n'est pas uniquement au moment du post-traitement, c'est souvent depuis le début du parcours où on s'est rendu compte que certains qu'on pensait proches ne le sont pas tant que ça, que d'autres qui étaient plus éloignés en fait ont été extrêmement présents et ont été à la hauteur de votre attente. Du coup, il y a éventuellement un remaniement des relations. Mais ce que souvent on entend au moment de cette période du post-traitement, c'est que l'entourage, qui parfois a beaucoup donné, notamment le conjoint, les enfants, la famille proche, qui a donné pendant la période des traitements, considère qu'avec la fin des traitements, eh bien, tout est terminé, la parenthèse se referme et donc on s'attend à ce que son épouse, sa maman, redevienne celle d'avant et que rien n'ait changé. Alors que pour celles qui sont concernées, vous savez bien que ce n'est pas du tout comme ça. Et du coup, parfois, on entend en effet le sentiment des femmes qu'il y a quand même un sentiment d'isolement, il est subjectif, ou en tout cas une espèce de décalage qui s'est instauré entre son vécu de celle qui a traversé toutes ces étapes de la maladie, du traitement, et puis ceux qui sont à côté et qui sont fatigués aussi d'avoir accompagné, d'avoir eu à s'organiser eux aussi pour répondre à tous les bouleversements qui se sont installés dans la famille ou dans le couple. Alors, ensuite, quand on parle de qualité de vie, je pense que le chiffre que je voulais vous donner, enfin les éléments d'enquête, toujours pareil, il y a beaucoup de travaux scientifiquement éprouvés sur la qualité de vie en post-traitement du cancer du sein. Et donc, ce qu'on regarde, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on étudie ce qui se passe au fil du temps,
en statistique, au bout d'un an, le niveau global de la qualité de vie des femmes qui ont eu un traitement, il revient au niveau, il rejoint celui des femmes qui n'ont jamais eu de cancer du sein. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir. En revanche, quand on va regarder les différents domaines, puisque dans la qualité de vie, vous regardez les problèmes physiques, les problèmes fonctionnels, les problèmes psychologiques, les problèmes matériels, les problèmes sociaux, et donc il y a des dimensions de la qualité de vie qui sont perturbées. Et là, c'est vrai, on retrouve le fait que la dimension atteinte sexuelle, elle reste modifiée parfois pendant beaucoup plus longtemps. Pourquoi c'est important? Je pense que Florence Coucy l'a dit magnifiquement juste avant. Vous avez entendu à quel point ces histoires d'hormonothérapie sont un enjeu majeur pour prévenir la récidive. Et ce qui inquiète toujours beaucoup les professionnels, c'est de savoir que des femmes qui ont besoin de ce traitement qui leur a été prescrit, recommandé, pour une longue période, Florence l'a dit aussi, eh bien parfois vont arrêter de prendre leur traitement ou ne pas réussir à le prendre régulièrement et parfois ne pas oser en parler avec leur oncologue, ce qui est un problème de plus, parce qu'elles ont tous ces effets secondaires ou parce que l'impact sur leur vie sexuelle et intime est tel qu'elles n'imaginent pas pouvoir continuer. Donc ça va être un motif de plus pour qu'on vous encourage à parler de vos difficultés. Alors ensuite, je rentre un peu plus dans le sujet sexualité, mais je ne vais pas vous faire un cours de physiopathologie, évidemment, ce n'est pas l'objet. Mais mon objectif, c'est de vous montrer que dans l'idée, quand on va explorer qu'est-ce qui se passe dans les conséquences intimes et sexuelles, vous voyez que je lis toujours ces deux mots, parce qu'à mon avis, il faut absolument les faire se parler, ces deux mots, intimité, sexualité. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension du désir sexuel, et donc de l'intérêt pour la sexualité. Il y a la dimension du fonctionnement sexuel, donc des personnes qui vont avoir des problèmes fonctionnels, comme par exemple une sécheresse vaginale qui fait que les rapports sexuels vont devenir douloureux ou éventuellement impossibles. Et puis une troisième dimension qui est beaucoup plus globale, qui est la dimension de satisfaction sexuelle, c'est-à-dire que finalement, quelle que soit la manière dont se déroule sa sexualité, eh bien, est-ce qu'on y trouve de la satisfaction ? Et donc, vous voyez, c'est trois choses très différentes. Ça, je vous la montre juste à une diapo plus technique qui rappelle qu'est-ce que c'est les troubles sexuels, qu'est-ce que c'est les phases de l'excitation sexuelle, du plateau, de l'atteinte de l'orgasme et de la résolution, comment est-ce que c'est différent pour les hommes et pour les femmes. Et je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais c'est pour au moins vous montrer que là, on va essayer justement, quand on analyse qu'est-ce qui est difficile dans la problématique sexuelle qui est évoquée par la patiente, est-ce que c'est plutôt au niveau du trouble du désir qu'il y a un problème? Est-ce que c'est un trouble physiologique? Est-ce que c'est une perturbation liée à des douleurs, une fatigue immense, une incontinence? Ou est-ce que c'est carrément d'autres troubles, alors qui est beaucoup plus technique, comme une anéjaculation chez les hommes ou des modifications des perceptions au niveau de l'orgasme? Donc on va essayer, c'est plus les sexologues qui feront ce travail, ou les urologues, ou les gynécologues spécialisés, mais pour dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on a un problème sexuel. Encore faut-il aller explorer plus précisément ce qui se passe, puisque les réponses ne seront pas les mêmes. Et là, j'introduis un modèle. Je vous ai dit que les anglo-saxons sont quand même en avance. Donc, par exemple, Patricia Gantz, une grande dame de la prise en compte des difficultés intimes et sexuelles des personnes atteintes de cancer, qui a travaillé 30 ou 40 ans de sa vie sur les femmes atteintes de cancer du sein. Et justement, elle a essayé de regarder quels étaient les problèmes qui étaient les plus impactants sur les trois dimensions. Et on se rend compte que c'est très différent. Au milieu, vous avez par exemple cette sécheresse vaginale. Effectivement, si on a un vagin extrêmement asséché, eh bien, les douleurs au niveau de l'intromission vont être douloureuses et entraîner un problème de fonctionnement sexuel. Alors que ce qui va générer une plus ou moins grande satisfaction, ça peut être tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir avec la sexualité physiologique, qui peut être la qualité de la relation dans son couple, ou bien éventuellement aussi le fait que son partenaire ait ou non des difficultés lui-même, qui peuvent être physiologiques, psychologiques, médicales, etc. Donc, ce qui me semble important dans ce modèle-là, c'est de voir qu'il y a différents aspects qui sont en lien avec différentes dimensions et qu'on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus en difficulté et qui explique la difficulté sexuelle du jour. Après, il y a je ne vais pas rentrer non plus dans le modèle de manière trop détaillée, mais c'était pour vous montrer, là encore, qu'on doit
pour essayer de comprendre quel est l'état de santé sexuelle dans lequel vous vous trouvez, on doit explorer des tas de choses. Je l'ai dit au niveau de la qualité de vie, mais c'est aussi les caractéristiques socio-démographiques, c'est-à-dire quel âge vous avez, comment vous vivez, est-ce que vous êtes en couple ou pas, est-ce que vous êtes dans une situation sociale et financière qui est stable et tranquille, ou est-ce que c'est une situation de précarité. Toutes ces choses-là doivent être prises en compte parce qu'elles influent aussi sur la santé sexuelle. Alors dans la deuxième partie de mon exposé, c'était un peu plus l'idée de vous dire qu'est-ce qu'on fait quand une femme vient nous parler de ses difficultés intimes ou sexuelles et comment est-ce qu'on peut accompagner ces difficultés. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le cœur de l'histoire, c'est déjà comment ça se passe dans la rencontre entre la femme qui a cette difficulté et son soignant. Soignant au sens large, ça peut être le médecin spécialiste, ou ça peut être l'infirmière, ou ça peut être le psy, ou ça peut être même l'aide-soignante, ou un kiné, ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de vous, de l'équipe de soins, dans Curie ou chez vous, votre médecin traitant, votre gynécologue de ville, etc. Une des choses que l'on sait très bien, c'est que on a du mal à parler de sexualité, en tout cas à l'hôpital. Et donc, et ça, on le sait depuis toujours. Et les enquêtes après enquêtes, on retombe toujours sur les mêmes choses. Il y a comme une espèce de sujet tabou. Enfin, je ne vous apprends sans doute rien, sauf si vous réagirez bien sûr sur ce thème. Et je pense que les patients eux-mêmes ont du mal à parler de leurs éventuelles problématiques sexuelles, pour 1000 raisons. Et puis les soignants, qui très souvent ne sont pas formés et à peine sensibilisés, y compris quand ils vont appliquer des traitements dont ils savent qu'ils peuvent avoir des répercussions sur la sexualité, ne vont pas non plus en parler spontanément. Et encore une fois, enquête après enquête, soit des enquêtes quantitatives ou qualitatives, on retrouve cette problématique que le premier obstacle, c'est comment on peut arriver à ce que la rencontre entre la personne qui a des difficultés et son soignant se fasse dans des bonnes conditions et qu'on sorte de l'idée que parler de sexualité, ce serait un luxe quand tous les autres problèmes sont réglés, ou au contraire, ce serait un sujet tellement tabou que c'est impossible d'en parler à l'hôpital. On a un collègue, professeur Silla Consoli, un psychiatre qui travaille beaucoup aussi en oncologie, qui disait, il appelait ça le malentendu tragique, c'est-à-dire l'impossibilité pour un patient de parler à son médecin de quelque chose que le médecin redoute d'avoir à échanger avec son patient. Et on tourne dans un espèce de cercle vicieux sans fin. Alors, ça c'est juste une petite diapo de données, mais je la mettrai rapidement. L'enquête Vican 2, ça c'est Vican 2, mais ça se retrouve encore dans Vican 5. C'était les questions qui portaient sur est-ce que vous avez parlé de la sexualité avec votre équipe soignante depuis le début de votre maladie. Et vous voyez quand même les chiffres en bas, donc ça dépend des femmes et les hommes, et là on va parler des femmes, donc il y en a quand même 4%, plus 6%, enfin une dizaine de pourcents qui ont pu en parler avec leur médecin, mais c'était à leur initiative. Et vous avez 60%, 2/3 des femmes qui n'ont pas pu en parler. Et il y a quand même aussi un pourcentage de un quart des femmes, 25%, qui n'ont pas souhaité en parler. Et puis au-dessus, c'était une enquête plus américaine, mais qui retrouve exactement les mêmes choses. 48% n'ont jamais parlé de sexualité avec leur médecin, alors que 80% auraient aimé. Et puis 70% préféreraient que ce soit le médecin qui en parle en premier. Et donc, avec ce quiproquo infini, rien ne se passe, le temps passe, des problèmes qui peut-être auraient pu être améliorés ne le sont pas, et éventuellement, les difficultés s'aggravent. Alors je m'excuse parce que cette petite illustration, elle ne montre que deux bons hommes, alors c'est un peu inapproprié au thème du cancer du sein, mais je n'ai pas retrouvé la bonne diapo. En tout cas, voilà, où chacun est mal à l'aise et on reste dans le malentendu tragique. Je voulais aussi vous signaler dans cette conférence que, heureusement, il y a des choses qui se passent en France, et notamment un groupe national qui s'appelle Cancer, Fertilité et Sexualité, qui a travaillé sur la mise au point de référentiels, c'est-à-dire des espèces de recommandations de bonnes pratiques dont l'objet est d'être destiné à tous les soignants qui travaillent en cancérologie, les médecins, les spécialistes, mais aussi les infirmières, les psys, enfin tous. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser. Donc ça, c'est une diapo extraite de ce référentiel que l'on peut trouver sur Internet quand on va regarder sur soit le site de la Société française de psycho-oncologie, soit le site de l'AFSOS, Association francophone de soins oncologiques de support, où on peut trouver ces diaporamas. Alors, ils sont plus faits pour les professionnels, mais en réalité, ils sont très accessibles. Et donc là, la diapo que je vous montre, c'est que le consensus national, et il existe depuis longtemps dans d'autres pays, comme je l'ai dit avant, c'est que
Quand est-ce qu'on doit aborder la sexualité avec le patient et avec le couple? Eh bien, en principe, ça devrait être dès le tout début du parcours. Et ensuite, ça devrait être un processus continu, au même titre que pendant que vous êtes en soins. On va vous demander comment ça va, les symptômes physiques, la fatigue, les douleurs, etc. Qu'on puisse aussi poser une question ouverte sur comment ça se passe dans l'intimité, comment ça se passe avec votre couple, et qu'on puisse refaire ça à tous les temps. C'est pas très lisible, mais à la phase d'annonce, pendant les traitements spécifiques, à la fin et en phase de surveillance. Et aussi au décours, quand vous revenez en surveillance, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. Et ensuite, je vais dire des choses extrêmement simples. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et pour vous aider mieux? Je pense que la première chose, c'est arriver à échanger et à vous permettre d'obtenir de l'information. Pourquoi je dis ça? Là encore, c'est pas moi qui l'invente, pardon. Ce sont des études qui sont disponibles dans la littérature, dans beaucoup de pays, avec des données qui sont très convergentes. Beaucoup de patients nous disent encore en 2015, en tout cas, ou 2018, qu'ils ne reçoivent pas ces informations sur les conséquences de la maladie et des traitements sur le plan intime et sexuel, soit parce que l'information arrive beaucoup trop tard, et c'est comme ça que vous pouvez découvrir, parfois 1 an après, que la raison pour laquelle il y a ce problème-là, en fait, elle s'explique très bien, et qu'on aurait pu vous aider à le comprendre depuis beaucoup plus longtemps, ce qui vous aurait peut-être déjà aidé ou soulagé. Et puis un autre biais médical, c'est qu'un certain nombre de professionnels ont tendance à banaliser certains actes médico-chirurgicaux. Par exemple, Florence a énoncé la question d'enlever les ovaires dans certaines situations très particulières. Et lorsqu'une femme est ménopausée, les médecins parfois ont tendance à banaliser. Je ne le dis pas comme un jugement ou une critique, mais c'est un peu un réflexe médical. Les ovaires ne sont plus fonctionnels puisque la femme est ménopausée, donc en quelque sorte cet organe ne sert plus à rien. Sauf que ça, c'est peut-être la réalité objective. Mais pour la femme qui est là, qui a une vision, une représentation de ce que sont ces ovaires pour elle, en quoi est-ce qu'ils participent à son identité féminine, sexuelle, ça peut être complètement autre chose. Et du coup, on a des femmes qui refusent de se faire enlever les ovaires, alors même que ce serait recommandé médicalement, pour des raisons qui sont beaucoup plus liées à la perception subjective que cet acte-là, en réalité, il a un impact sur leur qualité de vie au sens global du terme. Donc c'est pour ça que probablement une des choses très simples qu'on peut faire, et je pense qu'on s'y emploie, et Florence Coucy, toute l'équipe de surveillance, tout ce qui est fait maintenant à Curie pour essayer d'améliorer tous ces processus d'information, c'est améliorer l'information et la faire arriver le plus tôt possible. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de croyances ou de représentations qui sont inappropriées. Bon, les histoires peut-être pas vous, mais des femmes qui pensent que le cancer, ça peut être contagieux, des femmes qui pensent que quand on a un traitement, c'est interdit d'avoir des relations sexuelles, qu'on peut mettre en danger son conjoint, plein de choses comme ça qui parfois sortent, qui parfois arrivent plus aux psys que je suis et que nous sommes dans mon équipe qu'aux médecins qui auraient pu répondre avec des éléments objectifs. Ensuite, quand on va essayer d'évaluer les problématiques, eh bien, je crois que ça, je voulais dire que c'est une étape majeure de mon point de vue. C'est déjà un processus thérapeutique, parce qu'à partir du moment où on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, ça montre que les professionnels qui se sont occupés de vous et qui s'occupent encore de vous en phase de surveillance, eh bien, d'abord, ils considèrent que c'est aussi et encore leur travail de se préoccuper de ce qui est difficile pour vous en termes de conséquences intimes sexuelles, et puis de légitimer éventuellement certains problèmes. Et du coup d'aller l'explorer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc souvent, ça va être un entretien clinique, ça peut être mené par le médecin, par une infirmière formée, par un psy, par d'autres personnes encore. Après, ça peut être la personne, la patiente elle-même, ça peut être la patiente qui voudrait venir éventuellement avec son partenaire, ça peut être le partenaire qui viendrait parler des difficultés sexuelles qu'il rencontre avec son épouse qui a été concernée par le cancer. Bref, ce travail est fait. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce travail-là? Eh bien, on ne s'arrête pas à l'exploration des difficultés sexuelles. On regarde toutes les autres difficultés. Je pense que j'ai insisté sur ce point et je vais commencer comme ça et je vais aller vers la fin de ma présentation comme ça aussi. On va s'intéresser, mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Sur le plan physique, comment ça va? Est-ce que les douleurs sont encore très présentes? Est-ce que la fatigue vous gêne énormément? Dans quel état psychologique vous vous trouvez? Parce que, encore une fois, ça peut être la première raison pour laquelle, évidemment, il y a un impact sur un désintérêt pour la sexualité, un sentiment de n'avoir aucune libido, l'idée de vouloir s'échapper, se cacher, fuir un peu les propositions que votre partenaire va vous faire. Ça peut être aussi lié à son image de soi et du corps. C'est évident que ce traitement qui a entraîné beaucoup de transformations, beaucoup de changements, parfois ça se vit tranquillement et on s'adapte à tous les changements, mais parfois
on se sent mutilé, on se sent changé et on a du mal à se retrouver. Et donc parfois, le travail, ça va être de se dire, peut-être qu'il faut commencer par le fait de s'occuper de soi-même. Peut-être le soignant va vous dire, la première chose, justement, ça va être d'éviter, d'essayer d'avoir des relations sexuelles, même si votre partenaire le souhaite, parce que la première chose, c'est retrouver la confiance en vous, retrouver vos marques et des repères qui sont sans doute nouveaux par rapport à ce que c'était avant l'arrivée du cancer. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est des éléments sur lesquels on va travailler en consultation d'évaluation. C'est aussi le soutien social au sens large, c'est-à-dire comment vous vous sentez ou non soutenu par votre proche, notamment le partenaire sexuel quand il y en a un, mais ça peut être d'autres proches, des collègues, des amis, des femmes qui ont traversé l'expérience du cancer avant vous. Et puis enfin, la question des autres préoccupations vitales. Il y a quand même des gens qui ont tellement d'autres difficultés que pour elles, la question de la sexualité ne se pose même pas, parce qu'il y a tant d'autres problématiques à régler avant que la sexualité, on verra plus tard. C'est d'ailleurs ce qu'on observe souvent, en tout cas nous les psys, quand on rencontre les personnes un peu à la fin du parcours, des femmes qui ont mis de côté la sexualité en se disant c'est déjà beaucoup de choses à gérer pendant mon traitement de chimio, de radiothérapie, et donc sexualité, je mets ça dans une boîte, on verra plus tard. Et ça, éventuellement, ça pourrait se faire autrement, c'est-à-dire que même si on n'a pas une vie sexuelle comme avant, l'idée qu'on puisse communiquer là-dessus avec son partenaire, dire pourquoi on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, voir comment on peut quand même se sentir dans l'intimité avec son partenaire, même s'il n'y a pas de relation sexuelle au sens classique du terme. Tout ça, c'est des éléments hyper importants qu'on peut travailler depuis le début du parcours, et quel que soit du coup l'état de fatigue, l'état de douleur, etc. Dans l'exploration, il faut peut-être que je me dépêche, oui, je vais m'arrêter. 3 petites choses encore à dire, c'est qu'il faut évaluer dans quel état vous êtes, mais le comparer à comment c'était avant. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à attribuer au cancer ou au traitement, et là on parle d'hormonothérapie, donc ils vont attribuer à l'hormonothérapie tous les problèmes qui sont là aujourd'hui. Mais en réalité, quand on va creuser, on va se rendre compte que peut-être cette femme, elle avait déjà une difficulté avec son partenaire. Elle avait peut-être déjà des problèmes de communication. La sexualité posait déjà telle ou telle problématique. Donc ça, c'est déjà extrêmement important parce que ça nous aide à vous aider à nuancer qu'est-ce qui vient éventuellement du traitement et qu'est-ce qui était déjà là avant, etc. La prise en compte du partenaire, je l'ai déjà dit, je redis juste, attention, parfois on se rend compte que le problème ne vient pas de vous, la personne qui avait été traitée, mais de votre partenaire, qui a peur, qui évite, qui n'a pas pu regarder le corps modifié, qui n'a pas pu se confronter à la mastectomie, qui n'a pas pu regarder telle ou telle chose ou vous demander comment vous sentiez. Ça, c'est extrêmement fréquent. Mais si on ne va pas l'explorer, on ne le sait pas. En tout cas, nous, les soignants de Curie. Donc, très, très important aussi. Voilà, petit schéma encore pour rire, mais en gros, en parler c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Et je crois que c'est un peu comme ça que j'ai envie de conclure. Je vais mettre... Alors, la dernière chose, mais je n'en parle pas plus, il y a bien sûr plein de choses qu'on peut faire ensuite plus spécifiques, mais que je n'ai pas développées volontairement ici, parce que c'est d'abord pas des choses qu'on propose toujours. Il y a des choses qu'on peut proposer à Curie et d'autres qui vont nécessiter un adressage ailleurs. L'idée, c'est que, et peut-être que ça pourra être l'objet de vos questions, rencontrer un psy, ça je l'ai déjà dit, pour faire tout ce travail d'évaluation. Les ateliers d'éducation thérapeutique dont le docteur Coucy a parlé à l'instant, qui sont en route. Et il y a un atelier sexualité qui va démarrer. On a rencontré l'infirmière en responsabilité qui animera cet atelier avec une ancienne patiente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va commencer très prochainement. Et donc ça, c'est également l'occasion de travailler en petits groupes avec d'autres femmes qui ont eu le même parcours et de travailler sur la thématique intimité et sexualité. Ça peut être bien sûr une psychothérapie. Il y a tout le volet des approches à médiation corporelle, c'est-à-dire que j'ai évoqué la question de reprendre confiance en soi, se retrouver, y compris corporellement et dans son identité. Et souvent, c'est par des approches comme le yoga, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose éventuellement, qu'on va trouver le meilleur outil, en tout cas dans un premier temps, pour aider la personne à retrouver un peu des marques et ensuite à aller plus vers la sexualité. Bien sûr, on pourrait envoyer vers un sexologue. À Curie, nous n'avons pas de sexologue. À un moment, on avait un projet de recherche et l'idée, c'était que ça aboutisse à recrutement d'un sexologue à Curie. Et on s'est dit non, on ne fait pas ça, parce qu'on se rend compte qu'on a tellement de choses à faire en amont avec les professionnels pour que vous soyez accompagnés au fur et à mesure par vos soignants de première intention, que finalement, on a un carnet d'adresses et quand on va voir le psy, il peut éventuellement orienter vers un sexologue, quand on considère que c'est le besoin. Mais comme je pense l'avoir beaucoup dit, un certain nombre de choses se résolvent par l'information, l'échange, la communication avec ses soignants et avec son proche, et son partenaire en particulier.
Je termine juste avec cette diapo de synthèse. Donc, pour moi, un peu les mots-clés, c'est accepter de considérer les changements au sens global qui se sont introduits avec la survenue du cancer et de ses traitements. Accepter que le temps va faire évoluer les choses, ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais j'ai quand même évoqué l'idée que ce parcours qualité de vie et son évolution, il est dynamique au fil du temps, évolutif, et quelque chose qui pouvait paraître un problème insurmontable il y a 2 mois, peut-être aujourd'hui, n'est plus un problème du tout parce que vous vous êtes débrouillé pour le vivre autrement. Parler et communiquer, et puis éventuellement rechercher une aide plus spécifique. Et je vous remercie, je m'arrête là.